Bonjour à tous et bienvenue à l'IUT d'Aix-Marseille, bienvenue au cycle de conférences du projet Développement durable, changement climatique, projet D2C2, et sur ce cycle de conférences qui est appelé Regard croisé. Donc ce projet D2C2 est un projet global de l'IUT d'Aix-Marseille qui porte sur les problématiques de développement durable et de changement climatique global parce qu'il s'intéresse tout aussi bien à des aspects de formation, à des aspects de vie, de campus, des aspects opérationnels de toutes nos activités aussi, mais aussi des aspects de recherche. Donc là, on est typiquement dans le volet formation, éducation de ce projet. Donc le but, c'est bien sûr de présenter, de former les étudiants, mais aussi de discuter aussi avec les personnels et avec les extérieurs sur les grands sujets du siècle, notamment, qui touchent au changement climatique. Donc, on a eu une première conférence il y a un mois sur la problématique de l'énergie. Et cette deuxième conférence, on va parler plus spécifiquement de la problématique de l'eau. Donc, regard croisé, parce qu'on essaye aussi de faire intervenir des intervenants différents, à la fois du monde académique, mais aussi du monde socio-économique, dans toutes les conférences pour avoir différentes visions, pour partager différentes visions. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jean-François Closet, qui est directeur général adjoint du groupe Altereo, qui est un groupe qui est très impliqué sur toutes les problématiques de l'eau, sur les problématiques de l'environnement. Un groupe qui se trouve sur Venelle essentiellement et qui a signé notamment un partenariat spécifique avec Aix-Marseille Université pour développer aussi ce type de communication, ce type d'information. Donc, comment ça va se passer? On va vous faire deux petits exposés de 15-20 minutes chacun et ensuite, on passera à la discussion aux questions. Donc, pour ceux qui veulent poser des questions, vous avez le chat pour ça. Donc, vous posez vos questions et dans la salle, avec moi ici, j'ai la chance d'avoir deux collègues, Mathias Monod et Bruno Foucras, qui vont synthétiser vos questions et qui vont me les poser ou les poser à mon collègue Jean-François Closet à la suite de la discussion. Donc, on vous demande bien de tous fermer vos micros, s'il vous plaît, et comme ça, on va pouvoir démarrer. Et n'hésitez pas à réagir sur le chat, c'est fait pour ça. Donc, je vais commencer moi-même à vous présenter. Donc, Nicolas Roche, moi, je suis professeur de génie des procédés à Aix-Marseille Université, plus spécifiquement au département génie chimique, génie des procédés de l'IUT et chercheur au Centre européen de recherche en géosciences d'environnement. Et je travaille sur la problématique de l'eau et notamment sur la problématique de l'eau dans une vision d'économie circulaire. Le principe, c'est de dire, est-ce qu'on peut changer de paradigme sur l'usage de l'eau? Est-ce qu'on peut changer de vision sur l'eau de manière à pouvoir donner un accès, de pouvoir utiliser, de pouvoir lier tous nos développements à un usage optimisé de l'eau? Donc, l'eau, si on veut faire une vision globale de l'eau, on peut présenter une carte ici, une carte des ressources. Vous voyez en bleu foncé les pays où il y a beaucoup de ressources et en jaune et en orange les pays où il y a beaucoup moins de ressources. Alors, cette carte, elle est bien dans un sens parce qu'elle donne une idée un peu de la répartition des ressources en eau douce sur la Terre. Par contre, ce qu'elle ne prend pas en compte, c'est la variabilité temporelle et notamment la variabilité saisonnière. Et il y a un certain nombre de pays que vous voyez ici en bleu, notamment la France, et je reviendrai après, où, selon les périodes, on peut avoir des périodes de sécheresse. Donc, ce n'est pas parce qu'un pays n'est pas coloré en bleu que les problèmes d'accès à l'eau ne sont pas présents. Et si on regarde cette fois-ci les ressources, les besoins, on a en général trois grands usages de l'eau, un usage domestique, un usage industriel et un usage agricole. Ce qu'on peut voir sur la dernière ligne, c'est qu'au niveau de la planète, 70% de l'eau est utilisée pour nourrir la planète, donc pour l'agriculture et l'élevage, et en moyenne 20% pour l'industrie, essentiellement pour faire de l'énergie, et 10% pour les usages domestiques. On voit aussi, selon les continents, que tout développement économique, que tout développement urbain s'accompagne d'une augmentation de la part liée à l'usage domestique et l'usage industriel. Donc, si on veut autoriser, si on veut permettre des développements économiques des pays et des pays émergents, il faut aussi qu'ils aient les moyens de pouvoir utiliser de l'eau autre que pour l'agriculture. Maintenant, de l'eau, effectivement, c'est quelque chose dont on a l'impression de ne pas manquer. On en voit partout. Et on en voit partout, mais on voit essentiellement de l'eau salée. 97% sur la planète, on se retrouve avec de l'eau salée, plus que 2% d'eau douce. Donc déjà, ça fait beaucoup moins. Et si on regarde au niveau des eaux douces, on en a quand même plus de 70% qui sont piégés, bloqués dans les glaces et les glaciers. Donc, du point de vue de la disponibilité des eaux, on voit vite que c'est limité. Et je vais vous donner une représentation ici que j'aime bien, qui a été faite par une université américaine,
de la planète, qu'on a l'habitude d'appeler la planète bleue, parce qu'on a l'impression que quand on la voit de loin, elle est toute bleue, mais on s'aperçoit vite que c'est plutôt un coup de peinture, parce que si on regroupe toutes les quantités d'eau présentes dans les océans sous une forme de sphère, vous avez ici la grosse sphère qui représente toutes les eaux salées, là sur les États-Unis, à peu près 1300 km de diamètre. La sphère moyenne, c'est les eaux glacées, c'est les eaux sous forme de glace, et enfin le tout petit point bleu, c'est les eaux disponibles, les eaux douces disponibles. Donc, vous voyez tout de suite que cette quantité est rare et qu'il faut la préserver et bien l'utiliser. Donc, les grands problèmes de l'eau, ils sont de différentes sortes. Première chose, c'est qu'à l'heure actuelle, plus de 800 millions de personnes n'ont pas un accès direct à l'eau potable. Et à ces 800 millions, on peut rajouter 1,3 milliard de personnes qui font à peu près 30 minutes aller-retour pour aller chercher de l'eau et dont on considère que ces 30 minutes aller-retour pour aller chercher de l'eau, c'est un accès à l'eau potable. On a aussi plus de 2 millions de personnes qui meurent tous les ans à cause de la pollution des eaux. Et ça, systématiquement, pour vous donner une idée, la crise actuelle de la Covid, on doit être à peu près 1,3 million de morts sur une année, on sera 1,6, 1,7, et l'eau cause depuis longtemps 2 millions de morts par an. Il faut beaucoup d'énergie pour faire de l'eau potable, distribuer et traiter l'eau, j'y viendrai tout à l'heure. Il faut aussi beaucoup d'eau pour faire de l'énergie, pour l'agriculture, pour l'industrie et pour le développement urbain. Et bien sûr, un point important qui est apparu ces dernières années, c'est toute la problématique de ce qu'on appelle les polluants émergents, les molécules qui vont se dégrader difficilement et qui vont avoir un aspect cumulatif, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans la nature à des concentrations croissantes. Je reviens. Donc, il est important de revoir la manière d'utiliser l'eau. La manière d'utiliser l'eau, si on veut la représenter sur une approche classique, ici sur ce schéma, vous voyez qu'on a 3 usages qu'on peut imaginer être usage agricole, usage industriel, usage domestique. Et en règle générale, on met ces 3 usages en parallèle et on prélève toute l'eau dont on a besoin et on va prélever cette eau, la traiter, l'utiliser et la traiter dans sa globalité, ce qui fait que globalement, tous les prélèvements représentent à peu près la somme des usages et la somme des rejets. C'est une approche excessivement simple, mais qui nécessite de mobiliser excessivement de ressources, donc qui n'est pas adaptable à l'heure actuelle. Et si on regarde un autre schéma qui est très important, c'est le rapport entre l'eau prélevée et l'eau utilisée. Sur ce schéma, on présente pour l'agriculture, les usages domestiques et les usages industriels, les quantités d'eau prélevées. Donc ça, ce sont les barres foncées de chaque graphe, et à côté, les quantités d'eau réellement consommées. Donc si on regarde le ratio entre les barres foncées et les barres claires, on peut imaginer que ce ratio est un rendement d'usage, est une efficacité d'usage. On s'aperçoit que pour l'agriculture, globalement, il est bon puisqu'il est à peu près de 75%. Ça veut dire que l'agriculture utilise bien l'eau, n'en gaspille pas trop. Après, il y a tout un problème d'agriculture, de savoir si on utilise des ressources vertes ou des ressources bleues, l'eau bleue ou l'eau verte, on pourra y revenir tout à l'heure. Par contre, si on regarde les usages domestiques et les usages industriels, on s'aperçoit que là, les efficacités d'usage ne sont que de 12 à 13%. Donc, de ce point de vue-là, et on retrouve à peu près le même ratio que pour l'énergie, où aussi l'efficacité d'usage est de 12 à 13% par rapport à tout ce qui est produit. Donc, on voit bien ici qu'il suffit juste d'augmenter par 2 cette efficacité d'usage pour doubler en fait les ressources. Donc, tous ces chiffres, tous ces tableaux nous montrent aussi quelques diagrammes. On ne va pas passer du temps sur cette diapositive, vous ne devez pas forcément bien la voir. En termes de prélèvement, ce qu'on peut voir, c'est que les prélèvements pour l'eau urbaine, ils varient d'un pays à l'autre, alors que globalement, c'est les mêmes usages. Et on voit qu'on peut aller jusqu'à des consommations journalières par habitant de plus de 500 litres aux États-Unis. On peut voir aussi, et là c'est sur le diagramme en haut à droite, la part des départements français touchés par des arrêtés de restriction d'eau. Là, c'était jusqu'en 2013. Donc, vous voyez que ça variait entre 30 et 70%. Et j'ai repris ici à côté la slide au 1er octobre, sur les 4 dernières années, 2017, 2018, 2019 et 2020, où vous voyez qu'il y a plus de 70% des départements au mois d'octobre qui étaient encore en restriction d'usage en France, un pays qui n'est pas considéré comme un pays aride. Donc, avec une problématique importante. La problématique de l'eau, c'est aussi une problématique économique. C'est pour ça qu'on appelle l'or bleu. L'eau en France, c'est 4 milliards de mètres cubes par an. Ça fait une moyenne de 14 milliards de chiffre d'affaires de l'eau, 14 milliards d'euros par an, soit environ 39 millions d'euros par jour. Et pour vous dire ce que ça coûte, c'est 40 euros par habitant à peu près, pour 82 euros pour l'assainissement et 68 euros pour la potabilisation. En termes d'énergie, c'est à peu près 120 kWh pour l'assainissement, la potabilisation et la distribution et 800 kWh pour l'eau chaude sanitaire. Alors 120 kWh, ça représente en France à peu près une semaine de consommation
de consommation électrique d'une personne, hein, mais si on applique le même ratio dans un pays en voie de développement, ça va représenter 1 mois ou 2 mois de consommation et on voit là aussi que ceci n'est pas adapté. Hein, en termes aussi d'usage, on peut voir que les usages domestiques, on peut les répartir entre les bains, les douches, les toilettes, etc. Et si on regarde, en fait, à l'heure actuelle, on n'utilise que de l'eau potable pour tous ces usages. Donc, je vous ai donné ici un nombre de bouteilles d'eau de 1,5 litre qu'on utilise pour chaque usage. Ça veut dire que chacun, globalement, utilise 20 packs d'eau par jour pour ces usages. Donc, je vous imagine tous porter vos 20 packs tous les jours à la maison et pour les utiliser à la fois dans les toilettes, à la fois dans la cuisine, à la fois pour se laver, pour tout ce que vous voulez. Maintenant, quelles autres ressources on peut avoir pour subvenir à nos besoins? Donc, on a les eaux qu'on appelle des eaux non conventionnelles. Donc, il y en a plusieurs sortes. Il y a effectivement le dessalement d'eau de mer, il y en a beaucoup d'eau de mer, je dis 97,5%. Donc, une disponibilité très importante. Par contre, un coût énergétique, un impact environnemental très important qui font que le dessalement ne peut être acceptable que s'il représente 10 à 20% des besoins. On a les nappes profondes, là aussi une grande disponibilité, mais un impact environnemental très important, des renouvellements qui sont de l'ordre de 500 ans à un millier d'années, donc impossible de les toucher parce que sinon, ça veut dire qu'on va les impacter de manière durable. Hein. Ensuite, les glaces et glaciers, là aussi une grande disponibilité, mais un problème de transport et d'impact environnemental. Une source souvent utilisée, c'est le stockage de l'eau pluviale. Donc là, le problème, c'est l'intermittence, c'est sa disponibilité, et notamment sa temporalité en contradiction avec la variabilité des besoins. C'est l'été qui pleut le moins et c'est l'été qu'on a besoin le plus d'eau, notamment pour l'agriculture. Donc, sur le stockage de l'eau pluviale, il y a un problème surtout d'échelle à laquelle on va la faire si on le fait à l'échelle d'une maison, à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'une région. Et enfin, il y a la réutilisation des eaux usées traitées, qui présente un avantage certain, c'est que les eaux usées sont déjà collectées, c'est-à-dire qu'on sait où elles sont dans des tuyaux, et le volume actuel est de 450 millions de mètres cubes d'eau, donc c'est vraiment des eaux qu'on peut reprendre, qu'on peut réutiliser, et c'est un vrai potentiel. Ça veut dire aussi qu'on va revoir la manière d'utiliser les eaux, et au lieu de mettre les 3 usages en parallèle, on va les mettre cette fois-ci en complémentarité avec chaque usage à la suite de l'autre. Donc c'est globalement un schéma qui est simple à faire, simple à dessiner. Par contre, c'est une approche excessivement complexe. C'est une solution unique. Ça mobilise beaucoup moins de ressources, 10 à 20% des besoins, mais par contre, c'est du sur-mesure, c'est du cas par cas. Ça veut dire qu'il faut traiter chaque cas de manière simple. Où est-ce qu'on va le faire maintenant? Eh bien, si on regarde parce que ça demande des investissements importants, notamment la mise en place de réseaux, de stations d'épuration. Et sur cette carte, en orange, vous voyez les endroits où les eaux ne sont pas épurées. En bleu, les quantités d'eau qui sont épurées. On voit très bien que les investissements à faire sont essentiellement dans les pays émergents et c'est dans ces pays-là qu'il faut proposer des solutions, des bonnes solutions tout de suite, hein, pour pouvoir résoudre ces problèmes. À titre d'exemple, qu'est-ce qui se passe autour de la Méditerranée? Méditerranée, c'est 200 millions d'habitants sur le pourtour, 500 millions pour le pays côtier, à peu près 300 millions de touristes, 30% du tourisme mondial, un secteur du tourisme qui présente en moyenne 12% des emplois, et dans certains pays, ça peut aller jusqu'à 30%. Et si on regarde juste les consommations d'eau des habitants du pourtour méditerranéen, c'est entre 75 et 120 litres. Si on regarde la consommation d'eau touristique, c'est entre 300 et 500 litres d'eau par jour. Donc, on voit qu'il y a une inadéquation totale du modèle classique, un épuisement des ressources et un conflit d'usage. Donc, pour les pays méditerranéens, il faut vraiment trouver une autre manière de mettre l'eau en place. Donc, effectivement, on va voir que la station d'épuration est au cœur de tout ça. Et on va développer des procédés de traitement des eaux. Et là, ici, je vous ai mis sur cette diapositive tous les procédés qu'on va retrouver, qui existent déjà, qui permettent de traiter l'eau de manière classiquement, ce qu'on appelle station d'épuration classique, et aussi de faire de l'affinage avant réutilisation pour éliminer tout ce qui est matière en suspension et surtout pour éliminer tout ce qui est germes pathogènes pour rendre les eaux sûres d'un point de vue sanitaire. Donc, tous ces procédés existent. Néanmoins, il y a encore beaucoup d'innovations à faire sur un grand nombre de points. Sur le premier point, c'est qu'on va changer d'échelle. On était jusqu'à présent sur des échelles Great is Beautiful, c'est-à-dire on faisait une grande station d'épuration avec des grands réseaux à l'intérieur d'une ville, on la mettait très loin de la ville et on traitait. Et on va passer maintenant sur des petites échelles, des stations d'épuration au niveau des quartiers, au niveau de certaines zones urbaines. Donc on va passer sur un concept de small is smart, petit et intelligent. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas faire fonctionner des petites stations d'épuration de manière optimale. On passe sur des nouveaux niveaux de paramètres et traitements. On ne va plus traiter pour rejeter dans la nature, mais on va traiter en fonction des usages. Une notion qui est très importante, et j'en reparlerai un peu, c'est la notion de séparation des effluents à la source si je veux les valoriser. Bien sûr, l'association innovante de procédés, comment on fait pour associer des procédés, notamment pour traiter les problématiques de polluants émergents,
le développement de procédés locaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un procédé local? C'est un procédé qui va utiliser des matériaux et des matériels locaux qui sont développés localement, souvent aussi à base de déchets, comment on peut récupérer les déchets pour faire des matériaux de procédés. Et enfin, toute la valorisation énergétique du cycle d'usage de l'eau. Donc, ça veut dire ici qu'on peut mettre la station d'épuration, WWTP, c'est Water Treatment Plant, c'est la station d'épuration au cœur de tout un système. Et si on regarde ce système, on s'aperçoit, si vous regardez à gauche, en jaune à gauche, que le potentiel de toute la valorisation des eaux usées, c'est un potentiel de 80 € par habitant et par an. Donc, il y a un vrai potentiel économique. Ça représente la quantité d'eau, l'argent qui est dépensé à l'heure actuellement pour l'assainissement. Donc, de ces eaux, on peut en faire bien sûr des eaux usées traitées, ce qu'on appelle reclaimed water. C'est de l'eau qui est désinfectée. Donc, c'est aussi la plus grosse part de valorisation. Ensuite, on peut récupérer de l'azote et du phosphore. On peut récupérer de l'énergie, soit des calories dans les pompes à chaleur, soit encore de l'énergie produite par les boues de stations d'épuration dans des méthaniseurs ou dans des traitements thermiques. Donc, vous voyez que les quantités d'énergie sont importantes. Et on peut aussi aller jusqu'à récupérer des métaux stratégiques au niveau des bouts de stations d'épuration. Donc, on voit que dans ce type d'approche, c'est une approche que nous développons actuellement au CEREG, aussi avec nos partenaires du Maroc, à l'International Water Research Institute, et notamment avec l'Institut Carnot Environnement. C'est une approche que nous sommes développée où nous sommes de valoriser toutes les parties qu'il peut y avoir dans une eau usée et de voir qu'est-ce qu'on peut y faire. Bien sûr, les eaux usées ne sont pas simples et on s'aperçoit qu'il y a plein de types d'eau usées. Donc, j'ai essayé ici de regrouper toutes les eaux. Il y a les eaux, on appelle ça des eaux grises. Vous entendrez parler d'eau grise, c'est les douches, les lavabos, les cuisines, les éviers. On entendait parler des eaux vannes, c'est celles qui sont liées au WC, des eaux urbaines. On va parler d'eau de toiture, d'eau de ruissellement pour les eaux pluviales. Pour les eaux industrielles, on va parler d'eau de refroidissement, eau de lavage, eau de production. Et on sait bien que quand on veut faire du recyclage, tout le monde le sait bien pour le déchet, meilleur sera le tri, meilleur sera le recyclage. Et c'est exactement la même problématique pour l'eau. Et jusqu'à présent, on a l'impression on a l'habitude de tout mélanger et de tout mettre dans un bout du tuyau. Et si on veut faire du recyclage, il faut absolument abandonner cette approche bout du tuyau, end of the pipe, pour passer une approche de valorisation. Alors pourquoi l'intérêt de cette séparation à la source? Elle a deux intérêts. Bien sûr, elle permet de valoriser les différentes quantités d'eau et surtout de ségréger les risques. Alors, valoriser les eaux, si je regarde en termes de volume, si j'ai besoin d'utiliser des volumes d'eau, on s'aperçoit que l'essentiel du volume, ce sont des eaux grises qui sont relativement peu polluées, donc qui sont faciles à traiter et on peut en tout cas récupérer un grand volume et les traiter sur des circuits assez courts. Si on veut récupérer l'azote se trouve à plus de 80% dans les urines. Donc là, c'est un très bon engrais. Les urines, globalement, c'est des choses qui sont propres. Et si on les mélange avec les eaux usées, on va les diluer d'un facteur 100 à 150. Et si on veut revaloriser l'azote après cette dilution, on va dépenser beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de procédés, juste pour reconcentrer l'azote au niveau des urines. Donc, si on veut récupérer l'azote, on a plutôt intérêt à le séparer à la source. Et là aussi, l'intérêt, c'est de ségréger les risques, puisque les risques sur les pathogènes, on va le retrouver essentiellement dans les fesses, les eaux grises et les urines, et les risques des médicaments, essentiellement dans les urines et dans les fesses. Maintenant qu'on a dit ça, là aussi, il faut trouver les bonnes échelles. Il faut trouver les bonnes échelles en fonction de ce qu'on veut faire. Si on veut faire du recyclage d'eau grise, pompe à chaleur, nutriments, réutilisation, on voit tout de suite que pour tout ce qui est eau grise, pompe à chaleur, on peut trouver des échelles à l'échelle individuelle, à l'échelle de l'immeuble, du quartier. On peut trouver des petits procédés, des petits investissements qui permettent de bien fonctionner. Si on travaille sur les valorisations des métaux, production d'énergie, réutilisation des eaux traitées, là, on va travailler à des échelles de région. Si on travaille sur du pluvial, là aussi, on va travailler sur des échelles beaucoup plus grandes avec des investissements d'un autre ordre à l'échelle des régions, à l'exception des toitures qu'on va pouvoir recycler avec les eaux grises au niveau individuel. Mais toujours trouver la bonne échelle pour le bon procédé, pour la bonne réutilisation. Donc, il faut se poser cette question. Donc, à titre d'exemple, ici, je vous montre, parce qu'il y a des choses déjà qui se font dans le monde. Donc, on connaît bien le cycle de Singapour, qui réutilise 100% de cette eau, mais il y a aussi le cycle de Brisbane, en Australie, où il y a une grande réserve d'eau qui ressemble un peu ici au lac de Serre-Ponçon, ici en région PACA avec le lac de Serre-Ponçon, qui permet d'alimenter toute la région. Mais ce qui est important, c'est toute la boucle rose qu'ils ont mis en place, où ils recyclent la totalité des eaux systématiquement et en favorisant des usages tout le long. Donc, on voit que là, il y a une boucle qui est presque complètement fermée et le dessalement de l'eau de mer ne représente que 10 à 20% de leurs usages. Et on voit qu'ils ont mis des boucles et de différentes tailles
et sur tous les aspects, que ce soit les eaux industrielles, les eaux résidentielles ou les eaux urbaines. Autre chose, la réutilisation des eaux n'est pas qu'un problème technique, c'est aussi un problème sociologique. Ici, une enquête qui a été faite en Australie pour savoir ce que les gens étaient prêts à faire avec les eaux usées traitées. On s'aperçoit qu'à 97%, pour eux, il n'y a pas de problème de les utiliser dans les toilettes ou d'arroser le jardin. Par contre, dès qu'il s'agit de boire, de se laver ou de faire de la nourriture, on s'aperçoit que là aussi, il n'y a pas d'acceptabilité. Donc, on ne peut pas mettre en place des cycles de reuse. On va dire aux gens, vous allez boire cette eau usée traitée. Il faut réfléchir aux usages qu'on fait et comment on va échelonner les différents usages. Ce qui explique aussi qu'à l'heure actuelle, c'est que plus de 50% des eaux usées traitées à travers le monde sont utilisées essentiellement pour l'irrigation agricole ou pour des espaces verts et des golfs. Mais on voit ici qu'en gris, que l'usage industriel devient de plus en plus important et c'est intéressant. Alors, le problème, c'est que c'est quelque chose d'excessivement complexe parce que pour une ville, ici, si vous regardez, ici, c'est une ville, toutes les possibilités qu'on a entre ici les ressources, entre ici les usages, 8 types de ressources, 11 types d'usages, on voit que la multiplicité des scénarios est excessivement importante et c'est très compliqué de faire le bon choix. Et il est important de faire le bon choix parce que si on ne fait pas le bon choix, si on ne fait pas le bon investissement, tout simplement, on ne peut pas mettre en place ces cycles de reuse et on dépense beaucoup d'argent pour rien du tout et en tout cas, on met des solutions qui ne sont pas adaptables. Ensuite, la reuse dans le temps. Pourquoi? Regardez ce schéma. Donc, vous voyez ici le schéma. La courbe bleue en haut, c'est la quantité d'eau prélevée par an entre 1900 et 2050. Et les courbes qu'on va trouver en dessous, la courbe orange, la bleue et la jaune, ce sont des courbes, ici je reviens, avec des taux de reuse de 40%, 60%, 75%, 90%. Et on s'aperçoit, et notamment si on regarde la première courbe, avec une reuse de 40%, ce qui serait déjà pas mal de réutiliser 40% des eaux qu'on utilise, qu'on traite sur la planète. En France, on est à 0,5%. Si on réutilisait 40% de ces eaux, on ne ferait que déplacer le problème que de 40 ans. Et que si on veut augmenter un peu, que déplacer l'impact. Donc, on n'a pas une solution durable. On considère qu'une solution durable, si elle est supérieure à 80, à 100 ans. Et si, par contre, on voit qu'on additionne cela à une économie d'usage, et ici, je réduis, par exemple, mes usages de 20%, et que je continue à faire 40% de reuse, on augmente ce pas de temps à 70 ans, à 80 ans, et là, on commence à avoir quelque chose de durable. Donc, la réutilisation n'a d'intérêt que si elle est associée aussi à des économies. Voilà. Enfin, tous ces problèmes de réutilisation des eaux, c'est des problèmes qui sont absolument pluridisciplinaires. Ici, vous voyez en bas, il y avait bien sûr des facteurs technologiques que je vous ai expliqués, mais qui ne sont pas les seuls. Et à chaque fois, il faut prendre en compte des facteurs politiques, des facteurs socio-économiques, des facteurs environnementaux. Et si on ne prend pas tous ces facteurs en compte systématiquement, on ne va pas construire un bon schéma, on ne va pas construire une bonne solution. Donc, vous voyez qu'il faut faire travailler des gens de différentes disciplines, des gens de différents secteurs, il faut faire travailler des politiques, il faut faire travailler les utilisateurs, il faut faire travailler les scientifiques, il faut faire travailler les industriels ensemble et tenir compte, bien sûr, de tous ces aspects-là dans ce qu'on appelle une approche globale d'économie circulaire. Voilà, je termine ici sur une diapo, un schéma que m'a montré, un bas-relief que m'a montré mon collègue Étienne Paul de l'INSA de Toulouse. En fait, c'est un bas-relief que vous trouvez sur une banque à Düsseldorf qui a été fait en 1956 pour faire de la publicité pour leur livret d'épargne. Et sur ce bas-relief, si on regarde ce qui est marqué en haut, il y a marqué « Ce conte de fées ne sera probablement jamais réalité ». La vie, en dessous, il y a marqué « La vie nous apprend à être intelligent et économiser ». Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, sur ce cycle de l'eau, si on apprend à être intelligent et économiser, alors nous contribuerons pour que ce rêve ou que ce conte de fées se réalise. Donc, voilà rapidement ce que je voulais vous faire. Et pour vous dire qu'il faut de l'intelligence, il nous semblait important aussi de parler de comment on pourrait mettre de l'intelligence dans le cycle de l'eau. Et donc je vais céder maintenant la parole à mon collègue Jean-François Closet, qui va continuer et on passera aux questions à la suite de son exposé. Donc Jean-François, tu peux prendre la main pour mettre ton exposé. Ouais. Je te remercie encore. Merci Nicolas. Ok. Merci Nicolas de m'avoir invité à cette manifestation. Donc d'abord, je me présente, je suis Jean-François Closet, je suis directeur général adjoint d'une société qui s'appelle Altero, qui intervient dans le domaine de l'eau, l'environnement, les services publics, l'assistance aux services publics, l'aménagement du territoire et l'informatique.
J'ai fait toute ma carrière dans le domaine de l'eau et l'eau représente 80% du chiffre d'affaires de notre entreprise. Donc, je connais bien le sujet et moi, tu m'as proposé d'intervenir sur le sujet du numérique. Alors, moi, je vais me concentrer sur ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, qui part de la ressource en eau et qui va jusqu'au consommateur au travers en fait, des systèmes d'alimentation en eau potable et qui du consommateur repart dans la nature ou dans des réutilisations comme tu nous l'as présenté au travers du cycle de l'assainissement. Le numérique, finalement, c'est la transformation numérique. On en parle beaucoup. J'ai pris cette petite BD strip qui résume bien le sujet. Finalement, on en fait depuis 30 ans. Alors maintenant, c'est cool. C'est à la mode. Mais c'est pas qu'à la mode. Et surtout, c'est que on voit apparaître des technologies numériques disruptives. Voilà, que j'ai résumé, j'en ai peut-être oublié certaines, comme l'intelligence artificielle, la blockchain, les outils de mobilité, la réalité virtuelle, l'exploitation de l'imagerie spatiale. Les drones, alors c'est du numérique un peu décalé, mais n'empêche que on peut le considérer comme du numérique. La robotique et puis tout ce qui concerne l'Internet des objets, qui sont en train de bouleverser le paysage et notamment le petit cycle de l'eau. Alors, ce petit cycle de l'eau, en fait, il est soumis à quelques contraintes. Alors, le changement climatique, c'est celui dont on parle beaucoup. Mais si on est au niveau de ces infrastructures d'eau et d'assainissement, il y a, en tous les cas, dans les pays développés, elles ont été développées les 30 à 40 dernières années et il y a un vieillissement qui est patent. Et pour des questions de finances et de prix, on n'a pas forcément très bien géré ça. Et puis, il y a des problématiques de qualité de l'eau, de partage de la ressource dont tu as parlé, Nicolas. Et puis, il y a des objectifs de restauration des masses d'eau dictés par la réglementation, notamment européenne, avec un objectif d'atteinte du bon état écologique. Donc, tout ça, c'est pas simple. Et finalement, le petit cycle de l'eau, il a quelques challenges auxquels il nous a semblé important de préciser. Alors, si on se positionne au niveau de la ressource, où les activités vont concerner du monitoring et de l'allocation, eh bien, on a des challenges sur comment optimiser les prélèvements et puis ça nécessite de savoir faire de la prévision de la demande. Au niveau du traitement, on a des activités de gestion de processus et de maintenance. Eh bien, il y a de l'optimisation de procédés et de l'optimisation énergétique qui sont visées. Au niveau de la distribution de l'eau, où on a des activités de monitoring, de conduite des installations, de maintenance et d'intervention, un bon fonctionnement des réseaux, notamment l'intervention poursuite. Et on a aussi besoin d'optimiser le fonctionnement des réseaux et de maîtriser les pertes, parce que la première ressource qu'on a finalement, c'est réduire ces pertes. Les pertes d'eau, en France, c'est 20-25%. Dans le monde, c'est 50%. Peut-être que plutôt que de développer des nouveaux prélèvements, de construire des nouveaux barrages, si on s'intéressait à cette ressource qui a déjà été prélevée et qui s'échappe des réseaux, on pourrait résoudre une partie des problèmes, notamment pour les pays du Sud. Et puis au niveau des consommateurs, on a des possibilités de les engager dans des modifications de leur usage de l'eau à travers des informations qu'on peut leur communiquer. Côté assainissement, on va retrouver à peu près des images assez identiques sur l'optimisation énergétique, la réduction de rejets par temps sec et par temps de pluie, puisque malheureusement, les installations d'assainissement, elles sont pas étanches. Elles ont des dysfonctionnements qui peuvent être naturels ou pas, et que ça concourt à la non-atteinte du bon état écologique des masses. Voilà.
Alors, comment ces technologies qui sont disponibles sur le marché, on va dire, soit de la recherche, soit un peu plus industrialisées, peuvent s'intégrer dans le petit cycle de l'eau? Eh bien, l'intelligence artificielle, avec une des branches qui est le machine learning, va permettre de répondre à certains des challenges dont on a parlé, hein. On peut construire des modèles de prévision de la demande en eau pour mieux piloter les installations, mais également pour mieux partager la ressource aussi. On peut faire la prévision de défaillance des équipements, que ce soit des réseaux ou des équipements électromécaniques, détecter des comportements anormaux et notamment des fuites ou des vols d'eau, conduire de manière plus optimale les réseaux pour réduire les consommations énergétiques, planifier les investissements et puis engager les consommateurs à réduire leur consommation en analysant leur consommation individuelle et avec la montée en puissance des compteurs dits intelligents, qui ont d'intelligence que d'être surtout connectés. C'est l'intelligence artificielle qui est pas embarquée dans le compteur, mais à côté, qui peut permettre de donner des informations et de faire changer le comportement des gens en ajoutant à cette intelligence artificielle de, de, de l'économie comportementale pour modifier justement le comportement des consommateurs. Alors, au niveau de la robotique, les drones peuvent nous permettre de répondre à des problématiques d'inspection des infrastructures. Alors, on a des ouvrages qui sont souterrains, qui sont difficiles d'accès, dans lesquels on peut envoyer des robots faire des inspections là où l'homme ne peut pas y aller, soit par la taille, soit par les linéaires à inspecter. On peut envoyer des drones inspecter nos châteaux d'eau et puis détecter des fuites par imagerie. On peut faire la même chose à partir du satellite, mais on peut également, en exploitant les données satellitaires, les données météo, faire de la prévision de la demande en eau, pas uniquement de l'eau urbaine, mais également des eaux agricoles, puisque comme l'a dit Nicolas, plus de 70% au niveau mondial, c'est de l'eau agricole. Et quand on a une rareté de la ressource, il faut pouvoir gérer son allocation et utiliser ces images pour pouvoir faire une prévision de la demande en eau. Alors, on a des nouveaux outils de mobilité, hein, on a des téléphones mobiles hein, qui nous permettent d'accéder à de l'information et à collecter de l'information géolocalisée qui sont très utiles pour mieux gérer les interventions et faire l'inventaire des infrastructures. Et la réalité virtuelle va permettre de surimposer sur cette vision au travers de ces outils de mobilité le tracé de ces infrastructures qui sont enterrées et qui permettent de mieux les gérer. L'Internet des objets va permettre de répondre à des problématiques de suivi, de conduite optimale et puis de prévision des défaillances, puisque on a sur nos machines tournantes la possibilité de récupérer des informations sur leurs défauts et de les exploiter soit par une intelligence embarquée dans les objets connectés, soit dans des intelligences qui sont plus sur le web. Et puis, la blockchain, elle permet de travailler sur la cybersécurité parce qu'on va mettre on a la possibilité de mettre des capteurs un peu de partout, mais ces capteurs, ils ont une information qui est importante, mais qui peut être aussi mal utilisée et pouvoir, grâce à la blockchain, assurer une sécurité de la transmission de ces informations. C'est important, mais on voit également apparaître dans le partage de la ressource la possibilité de gérer par des contrats. Et finalement, la blockchain, c'est des smart contrats qui vont permettre de développer un partage de la ressource plus connecté. Alors tout ça, c'est bien beau, hein, mais l'adoption des technologies numériques, c'est pas si facile. Ça se fait pas en un coup de claquement de doigts. On a une courbe d'adoption de l'innovation qui est représentée sur cette figure, hein. En gros, dans les technologies numériques dans le domaine de l'eau, on va dire qu'on n'est même pas encore à passer à la majorité précoce. Le monde de l'eau, c'est un monde qui n'est pas forcément
alors je vais être un peu sévère, très moderne et très geek. Alors vous me direz, l'eau, ça marche depuis longtemps, hein. Les Romains, ils n'ont pas attendu d'avoir des objets connectés pour pouvoir faire couler de l'eau avec des pentes très faibles, et ça marchait. Donc du coup, on a des freins à l'adoption de ces nouvelles technologies. Alors il y a des freins qui sont liés à la modalité de l'achat public. Et ça, c'est un peu étonnant, mais les acheteurs publics, quand il n'y a qu'une solution qui existe sur le marché, bah, ils sont un peu gênés parce qu'ils ont l'habitude de mettre en concurrence. On a des freins psychologiques des acteurs, hein, mais je peux illustrer par le frein à la résistance au changement des agents d'exploitation qui n'aiment pas bien les objets, leur téléphone mobile, ils peuvent avoir l'impression d'être fliqués, puisqu'on sait à peu près en temps réel où ils peuvent être, même si ça leur permet d'améliorer la qualité du service qu'ils peuvent rendre. On a un autre frein qui est lié à l'organisation en silo des services d'eau et d'assainissement, parce que il y a une organisation en métier à l'intérieur de ces services, avec des perméabilités très faibles et auxquelles on va rajouter des difficultés d'interopérabilité entre les différentes technologies dont on a parlé. Et puis, la crise économique elle touche aussi les collectivités locales qui voient leur budget limité, même si l'eau paie l'eau, c'est impacté. Et puis, au final, il y a également des problèmes de cybersécurité qui fait que tout ça ralentit un peu la diffusion, mais le sens de l'histoire est là et il faut aller vers ces nouvelles technologies. Voilà, j'ai voulu illustrer assez simplement ce que pouvait apporter le numérique dans le petit cycle de l'eau, et je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Merci beaucoup, Jean-François, hein, pour cette belle présentation. Donc, bientôt sur les smartphones, je parle aux jeunes qui sont ici. Donc, vous irez plus sur les réseaux sociaux, vous irez gérer votre cycle d'usage de l'eau, hein, rapidement et ça en direct et à domicile. Donc, si vous voulez, on va passer aux questions. Donc, je vais donner la parole à Mathias et à Bruno qui vont synthétiser, qui vont lancer le débat, et on va essayer d'y répondre. Mathias ou Bruno? Merci. Alors, j'ai une première question de Eva Dugier. Est-ce que pour les deux intervenants, on pouvait répondre à ce commentaire? Elle nous dit: la récupération des eaux pluviales est une déstabilisation des cycles de l'eau et de retour à la terre. Et on sait que la terre et les écosystèmes ont besoin de l'eau de pluie. Voilà, que pouvez-vous répondre à ce commentaire? Oui et non. Oui et non, parce que le pluvial, le problème, c'est qu'on a beaucoup d'imperméabilisation du sol qui est créée par les activités humaines. Donc, on a beaucoup plus d'écoulement surfacique que d'imprégnation sur la gestion des eaux. Et si on regarde bien ce qui se passe l'été, eh ben, je pense qu'il est beaucoup plus grave d'assécher les nappes côtières, de faire remonter des biseaux salés, et ça le fait remonter de manière irrémédiable avec des impacts très, très grands, plutôt que de gérer des quantités d'eau un peu plus importantes. Donc, il ne s'agit pas au niveau du pluvial de stocker toutes les eaux pluviales, mais d'en stocker une partie, en tout cas un usage. Et quand on parle de stocker de l'eau pluviale, un usage d'habitation avec les eaux grises, les volumes de stockage ne dépassent pas quelques mètres cubes. Donc, ils sont très loin de représenter toute la quantité d'eau qui va tomber sur une surface, sur une maison. Et encore, on va dissocier là aussi en ville les eaux de surface, hein, les eaux de toiture par rapport aux eaux de surface. Donc, il ne s'agit pas là aussi de créer des déséquilibres. Et dans le schéma que je vous montrerai à la fin, les aspects environnementaux sont à prendre en compte systématiquement, hein, les notions de débit minimum, les notions de préservation des zones humides, etc. Tous ces aspects sont à prendre en compte, évidemment. Jean-François, une remarque? Ouais, je confirme ce que tu dis, et puis je rajouterais que les solutions traditionnelles de gestion des eaux pluviales, c'est du tout réseau, et donc de toute manière, cette eau, on l'amène loin de l'endroit où elle tombe. Donc le cycle, il est déjà perturbé. Donc effectivement, actuellement, la tendance, c'est la déconnexion, la déconnexion du réseau pour favoriser l'infiltration, et on pourra en prendre une partie pour l'usage, pour une réutilisation de ces eaux pluviales. Et de toute manière, à un moment ou à un autre, l'usage, il ne boucle pas en continu, et une partie repartira dans le milieu. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un risque important. On peut faire mieux que ce qu'on fait actuellement, en tout cas.
Et on a une autre question qui est beaucoup plus générale, qui ne parle pas vraiment du cycle de l'eau, mais plutôt du fait qu'il paraîtrait qu'il y aurait des difficultés à trouver du travail dans le domaine de l'eau. Et la question est un peu plus précise, il s'agit de savoir si c'est lié au fait que l'eau est un service public et si le travail, les emplois pourraient augmenter si il y avait de futures privatisations. Pour l'expérience que j'en ai, il me semble que c'est quand même pas mal privé. Alors, Oui, Laisse alors Nicolas répondre. rapidement, l'eau est un bien public, l'eau est un service public et il y a des délégations de services publics. Il existe des délégations de services publics pour gérer les infrastructures, pour gérer les approvisionnements. Et ces délégations de services publics sont gérées soit directement par des municipalités, par des métropoles, soit par des privés. Alors, du boulot sur l'eau, il y en a. Enfin, je vais laisser Jean. C'est tout ce qui va toucher à l'eau n'est pas délocalisable. Hein, donc, on voit les quantités d'eau qui sont utilisées. On voit que de plus en plus, il y a de l'intelligence. On a besoin d'intelligence. On a besoin de faire marcher les procédés de mieux en mieux. Donc, il y a des vrais besoins dans le domaine de l'eau. Il y a un vrai marché dessus. Jean-François, là, je te laisse compléter. Alors ça, justement, il y a la filière eau, elle n'est pas si monolithique que ça. Hein. C'est-à-dire qu'on va des entreprises de distribution, qu'elles soient publiques ou privées, mais il y a dans les acteurs de l'eau, il y a les acteurs de la construction, les acteurs de l'ingénierie, les acteurs des équipements manufacture. C'est pas monolithique, c'est-à-dire qu'on on peut pas résumer ça à seulement Veolia et Suez, qui sont, on va dire. Donc il y a un vieillissement de la population et alors un besoin important de renouvellement et notamment chez les distributeurs de renouvellement d'une partie du personnel. Ça, je participe à des groupes de travail dans le domaine de l'emploi dans la filière. Je peux vous dire que c'est un sujet important. Et je veux dire que nous, on recrute. Dans le bureau d'études, on a carence de moyens humains et voilà, on n'est pas des sociétés. Nos entreprises de l'ingénierie dans le domaine de l'eau recrutent énormément dans le secteur. Merci. Mathias. Deuxième question d'une étudiante en DUT, troisième question, pardon, du DUT chimie, Colline, qui nous demande si c'est vrai que c'est l'élevage d'animaux qui est l'un des domaines les plus consommateurs d'eau dans l'agriculture, et si oui, comment pourrait-on réduire cette consommation? Alors, le problème de l'agriculture, l'élevage d'animaux. Alors, est-ce que c'est plus gros consommateur? Oui et non. Alors là, il faut distinguer dans l'agriculture ce qu'on appelle l'eau verte et l'eau bleue. Je vais vous donner une définition. L'eau verte, c'est celle c'est l'eau naturelle, c'est celle de la pluie, celle qui va tomber, qui va faire pousser l'herbe. L'eau bleue, c'est celle qu'on va prélever. Donc, globalement, si vous avez un élevage d'animaux et qui se nourrit que dans les prairies toute l'année, hein, que vous êtes en Irlande, qui se nourrit que dans les prairies toute l'année, il n'aura aucun impact sur la ressource parce qu'il va mobiliser que de l'eau verte. Au contraire, si vous faites le même élevage d'animal dans un pays où il ne pleut pas, où vous allez arroser pour faire pousser des céréales, donc vous allez utiliser beaucoup d'eau, ensuite vous allez faire consommer, vous allez prélever beaucoup d'eau et l'impact sur la ressource en eau sera excessivement important. C'est pour ça qu'il faut réfléchir en termes d'agriculture. Où est-ce qu'on va placer l'agriculture? Comment on va la mettre en place? Comment on la met en place aussi au service de tous, hein, parce qu'on s'aperçoit que notamment en Afrique équatoriale, où il y a beaucoup d'eau, où il y a des bonnes terres, eh ben, on produit notamment 98% ou 99% des haricots que vous mangez proviennent du Kenya. Le problème, c'est que ça ne profite pas à la situation, à la population locale. Donc, il faut trouver quand même des équilibres qui permettent aux gens aussi localement de se nourrir, de produire. Mais c'est vrai que si on veut limiter, si on veut améliorer l'efficacité agricole, il faut vraiment poser la question à chaque fois de l'usage d'eau verte et d'eau bleue, et pas que d'empreintes, parce que je vous dis, un bétail qui va se nourrir que d'herbe en permanence dans un pré n'aura aucun impact sur la ressource en eau. Hein. Donc, le problématique, ça va être les élevages intensifs dans des zones où on va faire pousser du maïs, on va faire pousser des céréales pour nourrir tous ces animaux. Voilà, Mathias. Jean-François, tu veux ajouter quelque chose sur l'agriculture? Oh, je ne suis pas un grand spécialiste, donc je suis plutôt dans l'eau urbaine que dans l'eau agricole. Oui, on a un ensemble de questions qui tournent autour du faible rendement qu'on a dans l'usage domestique, du gaspillage important, et comment on pourrait faire pour diminuer le gaspillage si on connaît vraiment sa source,
et pour sensibiliser le public, de quel levier est-ce qu'on dispose pour sensibiliser le public pour déjà diminuer les gaspillages d'eau domestique. Jean-François l'a dit aussi dans son exposé, 50% de l'eau qui est prélevée et dont on fait de l'eau potable est perdue dans les fuites de réseau. 50%, c'est-à-dire qu'on prélève 1 mètre cube. Ensuite, dans nos usages propres, il y a aussi beaucoup de gaspillage. Typiquement, et ça c'est un exemple qui est très simple, hein, quand vous avez soif, que vous prenez un verre d'eau, que vous avez mis la bouteille auparavant au frigidaire, vous prélevez que cette quantité d'eau que vous allez boire. Si vous allez vous servir au robinet, sans vous rendre compte, le fait de faire couler l'eau du robinet, parce qu'on ne sait jamais, on fait toujours couler l'eau pour qu'elle soit un peu plus fraîche ou pour, entre guillemets, nettoyer la canalisation, on va faire couler 10 fois le volume d'eau qu'on va boire. Donc, vous voyez que là, on aura un rendement de 10% sur l'eau qu'on va boire et sur un certain nombre de choses. Hein. Quand on considère que 20 à 30 litres d'eau sont largement suffisants pour se laver, quand on en utilise 200 à 300 litres, on voit là aussi que l'efficacité diminue. Et c'est la même chose aussi d'un point de vue industriel. Hein. Quand on fait des lavages excessifs, quand on fait du transport, quand on n'associe pas les différents usages de l'eau, on s'aperçoit qu'on gaspille beaucoup de ressources. Hein. Donc, effectivement, il y a une prise de conscience à faire. Il y a de l'investissement, et ça, Jean-François vous parler d'investissement pour la gestion des réseaux, et l'investissement important, et là aussi, ce n'est pas les privés qui font l'investissement, c'est les États. Hein, c'est aussi du domaine public. Hein, donc, il faut que les États aient les moyens d'investir et d'investir à long terme. Quand on construit un réseau, on construit pour 20 ou 30 ans. Hein, Jean-François, je te laisse répondre là-dessus, tu es spécialiste. Oui. Alors, c'est plus que 20 et 30 ans. Hein, c'est pour la vie, puisqu'en fait, il faut vraiment avoir une vision patrimoniale. Hein, on veut le laisser à nos enfants. Et donc, on construit une durée de vie des infrastructures enterrées. C'est plutôt de l'ordre de 80 ans, mais il y a des réseaux qui sont bien plus vieux que ça. Hein. On a encore à Versailles des réseaux qui datent de Louis XIV. Donc, bien gérer les réseaux et bien gérer le renouvellement permet de faire des économies, des économies globales sur le cycle de vie de nos infrastructures. Voilà. Merci. Alors, une autre question que je regroupe, une question de Marc et de Ingrid. Ingrid nous dit qu'il existe de nombreuses technologies pour optimiser la gestion de l'eau, mais les freins sont essentiellement économiques et sociaux d'après ce que vous avez présenté. Et Marc nous dit comment peut-on s'affranchir du côté législatif pour développer des économies circulaires, si c'est un autre frein. Tout à fait. Les deux questions sont absolument essentielles. Et là aussi, je reviens à ma dernière diapo où je vais présenter les facteurs décisionnels, les facteurs politiques. S'il n'y a pas d'action politique, il n'y aura pas de place de reuse. Il faut effectivement changer la loi, il faut adapter la loi, il faut mettre toutes les eaux au même niveau, il faut absolument contrôler les eaux qu'on utilise. Donc, il faut travailler avec les gens du droit. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, dans l'Institut sur la transition environnementale, l'Institut méditerranéen sur la transition environnementale Aix-Marseille Université. On associe des gens du droit, des gens des sciences économiques, des gens des sciences sociales pour voir comment on fait évoluer le système, parce qu'il ne s'agit pas de dire on va mettre en place un dispositif. Si on n'a pas le droit de le mettre, on ne le mettra pas en place. Donc, il faut à la fois que la loi évolue, il faut à la fois montrer que économiquement, ce qu'on fait est viable. Ce n'est pas le tout de l'écrire. Donc là, on a un projet d'économie circulaire avec des économistes de la MSE, de Aix-Marseille School of Economics, où ils vont travailler sur les aspects justement économiques pour montrer en quoi ceci est valable et en quoi il n'y a pas que des apports environnementaux sur la réduction de ce cycle, mais tous ces aspects sociologiques, on a aussi, Céline pourra vous en parler, Céline Pascual qui est professeure aussi à l'IUT, qui travaille sur les aspects de communication, qui fera la prochaine conférence dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Et donc ces aspects sociologiques, ces aspects législatifs, ces aspects pluridisciplinaires sont toujours à prendre en compte. Mais on ne va pas s'en affranchir, pas du tout. Alors, il y a une autre question à double détente qui demande si le traitement des eaux usées ne génère pas à son tour d'autres déchets qu'il va falloir par la suite à nouveau traiter, avec un effet en cascade. Alors, le traitement des eaux usées produit essentiellement des boues de stations d'épuration. Alors, de ces boues des stations d'épuration, c'est à 70 à 80% de la matière organique. Donc, on peut la méthaniser, on peut la mettre dans des digesteurs anaérobies et produire de l'hydrogène, du méthane et de l'hydrogène. Ensuite, on va récupérer des nouvelles boues qui, cette fois-ci, ont encore beaucoup de carbone, peu de matière organique, mais beaucoup de carbone. Donc là, on peut faire des traitements thermiques. Et ce qui est intéressant sur les boues de stations d'épuration, c'est qu'on peut les mélanger avec d'autres déchets urbains,
des déchets humides ou des déchets secs, et on peut augmenter comme ça le potentiel de valorisation. Donc la valorisation des boues, c'est essentiellement à la fois une valorisation thermique, mais on peut trouver là aussi, je vous disais, des métaux stratégiques. Et à l'heure actuelle, on estime que par tonne de boue, de station d'épuration par tonne de boue sèche, on a à peu près 250 € par tonne de métaux stratégiques, hein, qui sont importants pour tout ce qu'on utilise. Hein. Jean-François? Oui, oui. Après, comme on le dit, il faudrait pouvoir traiter à la source toutes ces problématiques. Hein. Actuellement, il y a des démarches RSDE avec certains micropolluants, hein, où on essaie justement d'identifier à la source leur production pour éviter que ça rentre dans le réseau, quoi. Et donc que ça aboutisse à la station d'épuration. Oui, et puis nos collègues de l'INSA de Toulouse ont un très très beau projet là-dessus, où ils ont montré que sur une échelle de quartier, ils arrivaient à montrer que la récupération des urines à partir de toilettes séparatives, il y a des toilettes qui existent, on peut séparer les urines du reste, eh ben, pouvait être très très intéressante pour produire des engrais. Et là, ils développent des modèles. Et le but, c'est aussi d'avoir des modèles, de pouvoir écrire des équations et à partir de ces modèles, de pouvoir optimiser des scénarios. Oui. Donc, une question qui répondra à la question d'Amira qui nous demande si on est en bonne voie pour mettre en place ce que vous avez présenté. C'est quelles sont les améliorations qui ont été déjà réalisées autour de la question de l'eau à l'échelle locale. Donc, par exemple en PACA, mais vous pouvez élargir. En France, pas grand-chose. Ouais. Et en PACA, ce qui est remarquable, si quand même, ce qui est remarquable en PACA, c'est la gestion des pluviales, notamment à travers le grand cycle et la gestion des croix et de serpenson qui permettent d'alimenter toute la région PACA et de faire en sorte que parmi tous les départements où il y avait des arrêtés sécheresse, il n'y avait aucun département de la région PACA systématiquement parce qu'on arrive à gérer la temporalité et on arrive à faire en sorte que l'agriculture puisse se maintenir et que le développement touristique puisse se maintenir. C'est à peu près les seules choses. En Australie, on a beaucoup d'innovations. À Singapour, on a beaucoup d'innovations. 100% de l'eau est réutilisée à Singapour. Dans les pays émergents, on commence à travailler. Moi je travaille sur ces problématiques beaucoup en Tunisie et au Maroc. Et comme j'ai montré sur la carte, c'est beaucoup dans ces pays en voie de développement, ces pays émergents, qu'on va développer ces solutions et qu'on va les mettre en place de plus en plus vite parce que pour eux, c'est une question de vie ou de mort, en tout cas de développement. Jean-François. J'ai rien à rajouter. Je pense qu'effectivement, le reuse, l'avenir, c'est avant tout. Le reuse, l'avenir, c'est les pays du Sud. En France, il faut qu'on travaille sur la décentralisation des unités et de réutilisation de l'eau. Peut-être on a une question pour Jean-François qui est pouvez-vous donner un exemple de problème type cybersécurité? Et puis peut-être pour finir après pour Nicolas, à notre échelle, quels seraient les conseils pour utiliser moins d'eau au quotidien? Alors la cybersécurité, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, le service d'eau, c'est un service d'importance vitale. Hein. Alors au niveau, on va dire stratégique, au niveau de il y a des organismes d'importance, des organisations d'importance vitale qui sont définies. Ça concerne les grands distributeurs d'eau des grandes métropoles françaises. Imaginez qu'on puisse s'introduire dans leur système d'information et fausser le monitoring. Ça constitue un réel problème de cybersécurité. Donc, si vous avez des télécapteurs pour détecter des pollutions et que ces capteurs peuvent être attaqués, et on va transformer le signal pour dire que tout va bien, et en même temps, il peut y avoir une menace de pollution terroriste qui viendrait compliquer les choses. Donc, la cybersécurité, c'est vraiment un sujet important pour les gros services d'eau des grandes métropoles françaises. Voilà, pour conclure, pour moi, les conseils, pas de conseils à donner, si ce n'est qu'à chaque fois qu'on ouvre un robinet, se poser la question pourquoi on ouvre le robinet. Déjà, si systématiquement on se pose la question, on va se poser la question ensuite de comment on utilise l'eau à partir du moment où on a ouvert le robinet. Mais si à chaque fois qu'on ouvre un robinet, on se dit pourquoi on ouvre le robinet, pourquoi faire et comment le faire, déjà, ça peut être assez important. Voilà, en tout cas, on était très heureux de vous recevoir aujourd'hui. 170 participants au plus fort de la conférence. Donc, on continue. On vous invite à en parler autour de vous pour les prochaines conférences. On espère systématiquement augmenter le monde, faire prendre conscience. Ces conférences, c'est vraiment
pour faire prendre conscience aux gens des grands enjeux, pour qu'il y ait des discussions, des débats à tous les niveaux, et pas seulement qu'entre enseignants et étudiants, mais entre enseignants et personnel, entre des gens de l'extérieur aussi. Donc, on était très contents aussi de voir aujourd'hui des gens de l'extérieur, et je salue mon collègue Marc Errand de l'Université de Montpellier qui était là aussi et qui a pris le temps d'assister à ça. Et donc, je vous remercie tous et puis à très bientôt.